Et maintenant, nous accueillons deux représentantes de l'Institut national d'histoire de l'art. Alors, nous accueillons Madame Isabelle Perrichot, qui est chargée d'études documentaires à la bibliothèque de l'INHA, au service du patrimoine, et qui est chargée notamment du fonds des dessins d'archéologues, ainsi que Madame Isabelle Vazel, également chargée d'études documentaires, également à la bibliothèque de l'INHA depuis 2016, qui exerce au service du patrimoine également, et qui est chargée notamment du fonds de dessin. Et mesdames, vous nous présentez une communication intitulée « Les dessins archéologiques dans les collections patrimoniales de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art ». Merci. Bonsoir à tous. Donc, héritière de la bibliothèque d'art et archéologie fondée au début du XXe siècle par Jacques Doucet, la bibliothèque de l'INHA recèle dans ses collections patrimoniales de nombreux documents iconographiques liés à l'archéologie. À côté des photographies, les dessins occupent une place privilégiée et témoignent notamment de l'intérêt accordé très tôt à l'Antiquité classique. Alors, pour terminer cette journée très dense, nous allons tout simplement, avec ma collègue, vous proposer un choix de dessins archéologiques tirés de nos différentes collections, dont la présentation nous permettra dans le même temps d'évoquer les multiples figures de l'archéologue au XIXe siècle. Alors, pour commencer, nous allons voir un document un peu particulier qui a longuement été étudié par Hélène de Salles, spécialiste de Pompéi. C'est un document issu de notre collection de manuscrits, vraisemblablement acquis à l'époque de Jacques Doucet, dans les années 1911-1912. Il s'agit d'un ensemble de 2 recueils de dessins réalisés sur le site de Pompéi au tout début du XIXe siècle par l'anglais William Gell. Alors Gell est une figure bien connue de l'archéologie en Grande-Bretagne, grand voyageur. Il est l'auteur d'un vaste corpus de dessins réalisés en Grèce, en Asie mineure et en Italie entre 1801 et 1835. Assez vite, il va se fixer en Italie, d'abord à Rome puis à Naples, où il va se consacrer à l'étude des cités campaniennes et notamment à Pompéi. En 1819, avec son collaborateur John Gandy, il publie Pompeiana, premier ouvrage en langue anglaise sur le site de Pompéi, dans lequel figure plus d'un quart des dessins contenus dans nos 2 recueils. Le long séjour napolitain de William Gell lui donne l'opportunité d'être l'un des meilleurs observateurs de l'évolution des fouilles à Pompéi. Dès son arrivée, il semble avoir un accès privilégié au site et en 1825, il est libre de dessiner des vues de Pompéi avec l'habituelle exception des monuments inédits, comme vous pouvez le voir, avec cette autorisation délivrée par le surintendant des fouilles de l'époque, Michele Arditi. Il va donc réaliser des centaines de dessins dont il propose dans ces 2 recueils une sélection, recueil donc qu'il a lui-même confectionné avec soin à partir de ses propres carnets qu'il a découpés et réorganisés. Alors ce sont des documents de prestige, même si ça ne se voit pas beaucoup sur la photographie, reliés en maroquin rouge et finement dorés sur les dos et les plats. Alors, pour vous donner une idée de leur dimension, ils font une trentaine de centimètres de haut. Alors, à l'intérieur, les dessins sont collés et certains ne le sont qu'à demi afin de permettre d'en voir également le verso, comme vous pouvez le voir ici. Alors, plus que des documents de travail, ce sont des recueils destinés à être montrés, sans doute à des hôtes de passage que Gell accueillait volontiers dans son palais de Naples ou sur le site de Pompéi qu'il faisait visiter. Les recueils renferment plus de 360 dessins réalisés à la mine de plomb ou à l'encre, le plus souvent aquarellés. Ils sont légendés et accompagnés parfois de notes personnelles. On va y trouver d'abord toute une série de vues paysagères comme celle-ci, ainsi que des représentations architecturales figurant les principaux monuments et édifices alors exhumés. Par exemple, la voie des tombeaux, ici la porte d'Herculanum, la maison des Vestales
et le petit théâtre, où Gell nous fait un clin d'œil, puisque si vous voyez sur la droite du dessin un petit bonhomme en train de dessiner assis sur les marches. Alors sa méthode et le choix des rendus le distinguent nettement de ses contemporains, puisqu'il n'utilise que très rarement les modes de représentation habituels tels que les plans, coupes et élévations. Comme vous le voyez, il favorise les vues en perspective, et c'est vraiment là ce qui le caractérise. Il se définit d'ailleurs lui-même comme topographe, capable de restituer par la perspective la configuration des sites. Comme garantie d'exactitude, il utilise la caméra lucida ou chambre claire, qui est un dispositif inventé en 1807 par un Anglais, je crois, et qui se compose d'un prisme qui projette sur le papier une image dont on peut suivre les contours au crayon. Alors, il note d'ailleurs l'utilisation de ce dispositif dans plusieurs de ses dessins, comme par exemple ici, dans un dessin double du forum, avec en haut l'état existant du forum et en bas une reconstitution. Et on voit sous le premier dessin la mention caméra lucida. Alors, autre particularité de William Gell, il s'intéresse au témoignage de la vie quotidienne et à la restitution de structures utilitaires. Ici, par exemple, un escalier, une cuisine ou encore l'organisation d'une boutique. Alors là encore, il nous livre un regard différent, un regard original, différent, comme nous le verrons plus loin, des relevés architecturaux présentés par les dessinateurs français de l'époque, qui, proches de l'Académie de France à Rome, reproduisent bien souvent des séries identiques. Dans ces recueils, Gell propose enfin, plus traditionnellement, des reproductions de peintures pariétales dans lesquelles il accorde une attention toute particulière au rendu des couleurs. Alors, au-delà de leur finesse d'exécution et de leur qualité artistique, ces aquarelles originales ont un réel intérêt archéologique, puisque souvent elles témoignent d'œuvres aujourd'hui disparues ou fortement dégradées. Et Gell était d'ailleurs tout à fait conscient de la dégradation rapide des fresques, puisqu'il note même parfois dans ses dessins les changements de couleur, comme par exemple ici, où il indique que le rouge d'une peinture dégagée en février 1819 s'est déjà presque transformé en marron dès le mois de septembre de la même année. On le voit, donc Gell fait preuve d'une réelle conscience archéologique, comprenant parfaitement l'intérêt documentaire de ses dessins. Il va disparaître en 1836, au moment même où naît la photographie, qui sur le terrain va prendre progressivement le relais des vues en perspective. Oh, c'est chouette ça. Donc, après ce petit intermède musical, nous allons aborder d'autres personnalités que vous a un petit peu dévoilé Isabelle, donc celle des élèves architectes de l'Académie de France à Rome. Donc on connaît le goût de Jacques Doucet pour l'architecture et l'art de bâtir. En 1914, il achète à la vente Foulque des livres et des traités d'architecture depuis les origines de l'imprimerie jusqu'au XVIIIe siècle. Et parallèlement, et très certainement pour compléter cet ensemble d'imprimés, il débute une collection de dessins en feuilles consacrés à l'architecture et à l'ornement. Quoique minoritaire, l'archéologie figure dans les toutes premières cotes de cette collection sous la forme d'un ensemble de 177 dessins, très probablement exécutés par donc des architectes français pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Ces relevés ont été réalisés en Italie durant la première moitié du XIXe siècle. Ils représentent des monuments de l'Antiquité, des monuments du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais ce qui semble avoir plus particulièrement intéressé les dessinateurs, ce sont les détails architecturaux et ornementaux. L'attribution de ces dessins reste complexe et Hélène de Sales, dans son recensement des sources pompéiennes à la bibliothèque de l'INHA, serait tentée d'en attribuer une grande partie à Prosper Moret, même si certains ont pu être réalisés par d'autres pensionnaires comme
Théodore Labrouste, Marie-Antoine Delannoy, Simon-Claude Constant Dufeu ou bien encore Jean Arnould de l'Éveil. Et le phénomène de la copie étant assez répandu à cette époque, il est tout à fait possible que ces architectes aient copié ou recopié des relevés d'un autre pensionnaire. Nos dessins ne sont pas signés, mais ils présentent de nombreuses similitudes avec des dessins signés par Moret et conservés à la bibliothèque municipale de Nancy. Moret est un pur produit de l'Académie de France à Rome, Grand Prix d'architecture en 1831. Il séjourne à la Villa Médicis de janvier 1832 au printemps 1837. Il voyage à travers l'Italie et, comme tous les pensionnaires, il est tenu d'effectuer des relevés graphiques et de reproduire le plus fidèlement possible tout ce que ses maîtres lui ont désigné comme étant le beau idéal, à savoir les monuments de l'Antiquité et de la Renaissance. Et en dehors de leurs travaux obligatoires, comme les envois de Rome, jugés à Paris par l'Académie des Beaux-Arts, les pensionnaires avaient pour habitude de dessiner les monuments qu'ils visitaient pour en garder un souvenir. Ils classaient ensuite leurs dessins dans des portefeuilles ou des albums, et c'est très certainement le cas de notre ensemble, de nos 177 dessins. Moret séjourne à Pompéi qui va être un petit peu notre fil rouge de cet exposé. Donc il est à Pompéi d'avril à juin 1833 et 46 dessins du fond sont consacrés à la description de ce site. Il est très impressionné par Pompéi et par la découverte du Vésuve, bien plus qu'il ne l'a été par celle de Rome. Il est émerveillé par les décors peints et il ne se lasse pas de reproduire ce qu'il a sous les yeux. Pour cela, il privilégie la technique de la gouache et il est beaucoup plus intéressé en fait par la couleur, la mise en valeur des formes que par la simple construction architecturale. Et toujours à Pompéi, donc Moret reproduit les fouilles récentes, comme par exemple le décor peint de la maison de l'Ancre fouillée en 1830. Et ce travail de relevé de monuments antiques fait qu'au moins jusqu'en 1860, les architectes pensionnaires de l'Académie de France à Rome jouent un rôle important dans le développement de l'archéologie. Il est admis qu'à cette époque, les pensionnaires sont à la fois des architectes, des antiquaires archéologues et pourquoi pas des peintres. Et rappelons qu'à partir de 1835, et sous l'impulsion d'Ingres, qui est alors directeur de la Villa Médicis, des cours d'archéologie sont introduits à l'Académie. Et pour conclure sur Moret, disons qu'après son séjour italien, il participe à la mission archéologique en Grèce et en Asie mineure dirigée par Raoul Rochette et en 1846 à la création de l'école française d'Athènes. La Grèce que nous allons maintenant aborder avec le travail d'un autre architecte, Augustin Cantinet. Donc en 2014, la bibliothèque fait l'acquisition de 31 relevés de monuments grecs réalisés par cet architecte. En 1820, il participe au concours du prix de Rome, mais n'obtient que le second prix. C'est donc à ses frais qu'il va effectuer un voyage en Italie et en Grèce. Et Marie-Laure Cronier-Lecomte, dans son dictionnaire biographique des élèves architectes de l'École nationale des beaux-arts, situe ces relevés entre 1820 et 1824. À cette époque, l'autorisation de voyager en Grèce est encore refusée aux architectes pensionnaires. Pourtant, le besoin s'en fait sentir. En 1835, par exemple, Baltard, sur les conseils d'Ingres, demande à se rendre en Grèce pour y puiser de nouveaux modèles. Il faudra attendre 1845 pour que l'Académie des Beaux-Arts autorise enfin les architectes à choisir des monuments de la Grèce pour leur projet de restauration, c'est-à-dire en 4e année. Un an plus tard est créée l'École française d'Athènes, qui reçoit des agrégés issus de l'école normale supérieure et des universitaires hellénistes. Et on décide que les futurs archéologues, en fait, bénéficient d'un hébergement à la Villa Médicis lors de leur passage à Rome. Et de la même façon, les élèves architectes pourraient être logés à l'École française d'Athènes durant leur séjour en Grèce.
Les rencontres entre les élèves des deux écoles sont fructueuses. Les agrégés, par exemple, enrichissent leur éducation purement livresque au contact des architectes. Et c'est ainsi qu'au moment où l'archéologie est en train de se constituer en tant que savoir, les architectes apportent aux premiers élèves de l'école française d'Athènes une éducation technique et un sens aigu de l'analyse. Mais malgré cela, l'attrait pour les monuments de l'Antiquité romaine et italienne ne fléchit pas. C'est une situation paradoxale si l'on songe que la Grèce est alors considérée comme la mère de tous les arts, la patrie où il convient de puiser des modèles. Alors, comment expliquer cette contradiction ? À cette époque, il était encore difficile de se rendre en Grèce, sous domination turque jusqu'en 1822. C'est un voyage lointain, encore entaché d'un certain romantisme, et surtout on avait peur de laisser de jeunes architectes se passionner pour des édifices que finalement on ne connaissait que par les textes. De plus, l'art romain, considéré comme une imitation de l'art des Grecs, était plus proche, plus accessible. Du coup, on estimait que l'étude d'après l'Antique devait strictement se limiter à l'Italie. Mais revenons au travail de Cantinet, qui apparaît finalement comme un aventurier et un pionnier en 1820 ou en 1824. L'architecte donc décrit dans notre fond quatre. J'avais oublié la plus belle photo de Pompéi. Donc Cantinet décrit quatre sites et propose pour chacun d'eux donc des plans, des élévations et des détails architecturaux et ornementaux. Nous pensons qu'il commence son voyage par Paestum, au sud de l'Italie, pour rejoindre ensuite la Grèce, l'Attique et Olympie dans le Péloponnèse. Donc, aux portes de Naples, les ruines de Paestum, qui constituent le site le plus important pour la connaissance de l'architecture antique. Et comme nous venons de le dire, comme il était difficile de se rendre en Grèce, depuis le milieu du XVIIIe siècle, les architectes avaient pris pour habitude de se rendre donc aux portes de Naples pour explorer les trois temples doriques. Donc on peut observer le travail de Cantinet tout en sobriété, un travail qui s'attache à l'analyse des formes et des proportions. En Grèce, cette fois, le temple d'Éleusis, donc toujours dans cette même région de l'Attique, près de la ville de Marathon, description des temples de Némésis et de Thémis. Et pour faire un parallèle avec ce que vient de dire Isabelle, donc rappelons que Gandhi et Gell, dans la première décennie du XIXe siècle, sont aussi en Grèce, ils sont à Athènes, et Gandhi assurera l'étude complète du temple de Némésis. Et pour finir rapidement sur la Grèce, j'évoquerai très brièvement donc le fond de dessin Albert Lenoir, donc Albert Lenoir, le fils d'Alexandre, qui entreprend un voyage en Grèce en 1836. Et notre fond de dessin, rentré à l'INHA en 2004, un fond constitué très précisément de 2330 feuilles, dont la plupart sont consacrées donc à Paris, mais dans lequel on trouve également des relevés et des dessins du voyage de Lenoir en Italie, en Grèce et en Turquie. Donc là, vous avez à l'écran une vue du Théseion sur l'agora d'Athènes. Pour conclure sur ces dessins, ces relevés et ces pinceaux de pensionnaires, en fait, qui servaient aux architectes donc de modèles et de références tout au long de leur carrière. Et il est curieux de penser que ces études attentives des monuments du passé vont finalement jeter les bases d'une architecture moderne. Alors on va quitter maintenant les portefeuilles des architectes archéologues pour passer à notre collection d'archives d'archéologues qui comporte une vingtaine de fonds. Les archives du XIXe siècle y sont assez rares et émanent principalement de fonds partiels, mais il est quand même possible d'y trouver quelques séries de dessins archéologiques. On en trouve d'abord dans les papiers d'épigraphistes, notamment chez Auguste Almer, dont vous avez ici deux beaux relevés effectués à la mine de plomb entre Nîmes et Montpellier dans les années 1880-1890.
mais ce sont surtout les fonds des pionniers de l'archéologie en Afrique du Nord, notamment en Tunisie, qui nous fournissent les dessins les plus intéressants. Chez Charles-Joseph Tissot, notamment, dont les papiers ont été donnés par Salomon Reynac au tout début des années 30. Diplomate de profession, il découvre l'archéologie en 1852 à l'âge de 24 ans, lorsqu'il est nommé élève consul à Tunis. Tout en poursuivant toute sa vie une carrière diplomatique, il parviendra à effectuer plusieurs missions dans le pays, alors sous domination ottomane et peu exploré par les Occidentaux. Comme ses compatriotes à l'époque en Afrique du Nord, en Algérie notamment, il s'intéresse tout particulièrement à l'épigraphie et au réseau des voies romaines. Il parcourt le pays, relève des inscriptions, tente de localiser des sites antiques, dresse des cartes. Dessinateur de talent, il ne manquait pas à chacune de ses missions de dessiner et de peindre à l'aquarelle les paysages traversés et les monuments découverts. Alors certains de ces dessins sont davantage ceux d'un explorateur que d'un archéologue. C'est le cas de cette série d'aquarelles où il reproduit des vues paysagères de Tunisie agrémentées ou non de ruines. Alors ici, c'est vraiment l'effet d'ensemble qui l'intéresse. On sent qu'il a été séduit par le paysage et qu'il veut restituer la magie du lieu. Ces aquarelles ne sont généralement pas légendées, sauf quand le lieu représenté est bien connu, comme par exemple ici, cette vue de Carthage prise de Byrsa, qui est peut-être l'une des plus anciennes aquarelles de notre collection, puisqu'elle pourrait dater de 1855, alors qu'en novembre de cette année-là, il écrit à son père « J'avoue que je n'ai pas revu sans plaisir la plage de Carthage et les collines de Byrsa. Je les ai soigneusement dessinées. » En 1871, il obtient un poste diplomatique au Maroc. Il va y rester 5 ans. Et là encore, il parcourt le pays le crayon à la main. En témoigne cette très belle série de vues antiques du site de Volubilis, effectuée en 1874. Alors ici, on est davantage dans la vue pittoresque que dans le véritable dessin archéologique, puisque vous voyez par exemple un petit personnage là, local en bas, mais les monuments sont bien identifiés et les dessins datés. À la fin de sa carrière, en 1879, il fait un dernier voyage en Tunisie pour y explorer le nord du pays et va pousser jusqu'en Algérie. La bibliothèque conserve de cette mission plusieurs albums contenant cette fois de véritables dessins archéologiques, des dessins de première importance, puisque plusieurs monuments déjà ruinés à l'époque ont été fortement dégradés depuis. Ici, donc, quelques vues de l'album numéro 19. Donc, tout d'abord, le site de Tchemtou. Donc, c'est un dessin double avec une vue détaillée des ruines en bas, donc l'aqueduc et les thermes. Donc, vous voyez plusieurs annotations qui témoignent d'un réel souci topographique de la part de Tissot. En haut, il situe l'emplacement des carrières ayant servi à la construction des monuments. Et en bas, il précise la localisation des ruines par rapport au cours de la Medjerda. Alors, lors de ce voyage, il reproduit bien sûr aussi des relevés d'inscriptions et dessine le site de Bularegia, qui est un site alors peu connu, en figurant à chaque fois sur une même page la vue du monument, le plan et une coupe. Ici, vous avez la porte monumentale. Alors, en 1881, la Tunisie devient un protectorat français. À l'instar de l'Algérie, 50 années plus tôt, les investigations archéologiques vont se multiplier dans le pays, confirmant l'œuvre de Tissot. Il mourra peu après, en 1884, mais avant, il patronnera l'expédition de Julien Poinceau, l'un des pionniers de l'archéologie de terrain en Tunisie. La bibliothèque de l'INHA conserve l'intégralité des archives Poinceau achetées à la famille en 2005. Le fonds contient les papiers de 3 générations d'archéologues, Julien, Louis et Claude Poinceau, qui fouillèrent en Tunisie durant plus de 100 ans. Alors on va y trouver des dessins complètement différents de ceux de Tissot. Ce sont des dessins d'archéologues, de fouilleurs, des documents de travail qui appartiennent à la série de témoignages servant à fixer ce que la fouille a détruit. On va les retrouver bien sûr dans les classiques carnets de fouilles. Donc ici, les carnets de Paul Gauclair, dont une partie des papiers se trouve dans le fonds Poinceau
et qui fouilla à Carthage à la toute fin du XIXe siècle. Donc là, quelques pages de son carnet de 1899. Donc là, le dégagement d'un four, le dégagement d'un tombeau et le mobilier funéraire trouvé dans ces tombeaux. Alors, pour terminer, évoquons rapidement une personnalité incontournable à la bibliothèque de l'INHA, une personnalité aux multiples compétences et qui nous a légué ses papiers et ses archives en 1942. Je veux parler de Pierre Gusman, donc, qui est tour à tour historien de l'art, peintre, graveur et archéologue. Et au cours de plusieurs voyages en Italie, effectués entre 1894 et 1910, il rassemble une très importante documentation iconographique faite d'aquarelles, de dessins et de photographies. Et ces documents serviront donc aux publications qu'il consacre à l'histoire de l'art romain. Pompéi retient donc toute son attention et c'est certainement sur ce site qu'est née sa vocation d'archéologue. En 1899, il rédige Pompéi, la ville, les mœurs, les arts, et un ouvrage dans lequel il se défait de sa vision touristique et pittoresque au profit d'une vraie conscience archéologique. Donc l'originalité de Gusman vient de ce qu'il a su allier des recherches scientifiques à des pratiques artistiques. Vous avez là une belle aquarelle représentant une maison à Pompéi, mais beaucoup plus originale, une série de photos sous-exposées, donc retouchées à l'encre ou à l'aquarelle, et qui seront ensuite utilisées pour produire des versions aquarellées ou gravées. Donc avec ces photos qui n'en sont plus vraiment, ainsi s'achève notre exposé consacré au dessin archéologique dans les collections de la bibliothèque de l'INHA. Merci. Merci beaucoup, mesdames, pour cet éblouissant florilège qui nous a conduits d'Italie en Afrique en passant par la Grèce. Y a-t-il des questions pour nos deux conférencières? C'était pas très archéologique. Oui, Christian? Moi, je réagis sur la dernière diapo parce que c'est très étonnant en fait cette technique. Donc c'est des photographies préparatoires pour sous-exposer qu'on va peindre ensuite pour comme une sorte de. Alors, je sais pas comment dire ça. Pierre Gusman donc est graveur. Enfin, il a vraiment un métier de graveur. Bon, il savait pas très bien s'il allait poursuivre sa carrière de graveur. Et, il a été élève de son père, dont je viens d'oublier le nom, Auguste. Je crois. Et en fait, ça, c'est vraiment typique de la cuisine des graveurs qui, ils cherchent l'originalité. Ce qui est important, c'est bien évidemment de pas refaire pour la énième fois ce que les confrères ont fait. Donc là, je pense qu'on est tout à fait dans cet objectif-là. Une expérimentation. Oui, tout à fait. Et malheureusement, on n'a pas la suite, c'est-à-dire la version aquarellée ou la version gravée. Enfin, en tous les cas, moi, je ne connais pas suffisamment le travail de Gusman en tant que graveur, parce que je pense que c'est là-dedans qu'il faut peut-être chercher. C'est dommage d'ailleurs pour voir ce qui s'est passé ensuite. Et ça, j'ai peut-être pas trop souligné, mais voilà, on est vraiment à la fin du 19e siècle, donc de la période qui nous intéresse. Et on voit très nettement que la photo, elle prend le pas sur le dessin. Donc là, on est sur une autre. Ça va être complètement différent, l'apport de la photographie pour l'archéologie. On sent clairement le bricolage en fait pour gagner du temps. On fait une photo, on la surexpose en fait. C'est pas sous-exposé, elle est volontairement ultra blanchie. On la surblanchit pour
pour limiter en fait l'impact du noir. Et ensuite, on peint pour se souvenir de la disposition des Mais peintures. Quoi. Il faut quand même, il aurait très bien pu faire une simple aquarelle. Ça prend du temps. Je sais pas, moi je sais pas peindre. Mais par contre, Oui, gribouiller sur une oui, photo c'est possible, en faisant, ouais. vous savez, ces coloriages tout préparés où vous avez des cases avec marqué 37, 38, 39, c'est probablement plus rapide pour quelqu'un qui a. Je sais pas, mais. Oui, mais à l'époque, c'est un coût, les photos. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est en quelle année ces photos-là? Là, on doit être en 1900. Ouais. Ouais, c'est pas faux, c'est un coup quand même. On n'est pas à l'époque de Et la c'est vraiment pellicule des Kodak 35 mm. Toutes Quoi. petites choses. Hein, Ouais. Oui, d'accord, c'est des tout petits. voilà, c'est vraiment du matériel de documentation. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, voilà, c'est vraiment nous nos fonds. En fait, ce sont des fonds documentaires. C'est pas, on n'a pas des belles pièces, on n'a pas bon, si on peut leur trouver un caractère artistique, hein, mais c'est plutôt de la documentation. Et j'ai une autre question, si tu me permets. Sur le fonds Albert Lenoir, qui est un fonds très important, donc question de curiosité, j'aurais voulu savoir si il y a aussi des fonds d'Alexandre Lenoir dans le fonds qu'il a légué, enfin dans le fonds qui a été acquis en 2004. Il n'y a rien du père, il y a vraiment juste Albert. D'accord. Je m'avance peut-être, il y a peut-être... mais je ne pense pas qu'il y ait les choses d'Alexandre. Non. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Eh ben, merci infiniment à tous. Merci. Bon. Ben merci à tous les intervenants, au président de séance et à vous tous d'être restés. On a un peu débordé le temps, mais je pense qu'on a eu une journée très riche et très diverse qui montre en tout cas tout l'intérêt de se réunir et de partager à la fois les fonds et les recherches de chacun. Donc merci à tous et donc pour ceux qui le souhaitent, nous avons normalement un pot à la place du café et des pauses, voilà, pour clore cette journée.